On a quelques minutes pour que vous puissiez poser des questions à tous nos intervenants de l'après-midi. Il y a des réactions hein, déjà dans l'onglet questions-réponses. Euh, alors, comment captez-vous du méthane sans émettre de CO2? Nous demande Henri Le Gouas. Alors, je ne sais pas, Vincent, si vous avez les compétences techniques pour répondre à ça. C'était par rapport à quoi la méthanisation? Enfin, le nénuphar, Nénuphar, procédé sans doute. nénuphar? Ouais. Mhm. C'est simplement qu'en fait, il y a un dégagement naturel de méthane au-dessus des fumières dans une ferme classique qui stocke du fumier. Le procédé nénuphar, je ne suis pas ultra technique sur le truc, mais j'ai cru comprendre que le principe, c'était simplement de récupérer ce qui se dégageait naturellement. Donc après, il y a du CO2 qui se dégage aussi. Et puis surtout après la combustion au niveau du méthane, mais disons que, enfin, ouais, je sais pas, c'est ça la question. C'est ça, ouais, je pense. Bon, Euh, j'espère que j'ai répondu. Benoît Bronick va distribuer la parole à Oui, il y Monsieur a des Jacques demandes de Martin. prise de... En effet, il y a des prises de parole qui sont demandées. Patrick Klein, dans un premier temps. Alors Patrick, on va vous demander d'ouvrir votre micro et de poser votre question par oral. Activer le son, d'accord? C'est bon, on vous entend. On m'entend. Voilà. Bon, j'ai participé depuis ce matin. J'ai mis un certain nombre de commentaires, assez conséquents d'ailleurs, hein, sur le chat. Et en fait, je m'insurge, parce que ça répond un peu à la dernière question, je m'insurge complètement ce qu'a dit l'INRA ce matin, qui dit, voilà, les bilans carbone, ACV, c'est difficile, c'est long, ça change toujours de méthode, et puis voilà, c'est compliqué, on est en cours. Ça fait plus de 10 ans qu'ils ont ce discours-là. L'ADEME, à mon sens, l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, que moi je nomme un peu différemment parce que je l'appelle l'Agence de monnayage de l'environnement, euh, euh, et ils ont la mission scientifique de recherche et de conseil auprès de l'administration du public sur la transition énergétique et les énergies renouvelables. Ils ont des bases carbone à laquelle j'arrive pas à accéder. Leurs documents devraient tous être publics, on ne les a pas. Ils ont dépensé 2 milliards pour un démonstrateur sur la transition énergétique et les énergies renouvelables. Bon sang, un bilan carbone ACV, c'est pas compliqué. Si on veut l'essentiel, ça émane tout simplement des réactions chimiques. Quand vous avez une réaction chimique de méthanisation ou de combustion, peu importe laquelle, on a des émissions de CO2 ou de méthane ou de choses comme ça qui sont associées. Il suffit de les comptabiliser. Si on comptabilise l'essentiel de ce qui émane lors de la transformation de la matière organique sèche qu'on met dans la méthaniseur, entre la récolte et ce qui retourne au champ, on a déjà 15% qui sont perdus lors du stockage, on a 30% qui sont transformés en CO2 dans les cuves, donc je parle toujours de matière sèche initiale, et il y a 40% qui sont transformés en méthane, dont on utilise à peu près 10% pour chauffer les cuves, etc. Il reste en brut 30% au gros maximum. Je n'ai pas pris les cultures, le recyclage de l'installation, le fonctionnement de l'usine à gaz, etc. et tout ça. Et il y a Votre 15%. question, Patrick, votre Oui. question. Ma question, en fait, c'est plus une réponse. On est sur ce que peut faire la société civile. Bon sang, c'est l'administration qui ne fait pas son travail. Ces bilans carbone, ils devraient être faits, on devrait les avoir avant les projets. Ça fait 10 ans qu'on devrait les avoir. Et pourtant, c'est pas compliqué. Et après, elle disait, bon, si on rentre dans les détails, les retours de terrain, si vous rentrez les retours de terrain, c'est tous les dysfonctionnements éventuellement qu'il y a sur les trucs. C'est encore pire que ce que je vous dis. Mhm, D'accord? mhm. Donc, Donc, vous voyez un petit peu, quoi. ouais, Euh, ouais. Merci et beaucoup, Patrick, voilà. pour Bon, bah, votre si on me coupe la témoignage. parole, je veux bien me taire aussi, hein. Allez, au revoir. Merci beaucoup, Patrick. On va prendre une deuxième réaction, Benoît, Oui, il y a une demande de prise de parole de la part de Arnaud Cugery. directeur opérationnel d'Eau et Rivière de Bretagne. Ouais, alors je ne sais pas si on peut ouvrir la caméra, mais si vous m'entendez, c'est déjà ça. Si, bien sûr, c'est possible. OK. Mhm. C'était justement sur le sujet de la démocratie environnementale dont on entend depuis le début de l'après-midi qu'elle est quand même malade, puisque elle consiste, selon la Convention d'Aarhus, à améliorer l'accès à l'information. On voit que encore le dernier intervenant nous dit que
il y a beaucoup d'informations qui sont cachées, de favoriser la participation du public à la prise de décision. Et on a aussi à plusieurs reprises entendu des représentants nous dire à quel point il est difficile de se faire entendre dans les instances de concertation, et puis d'étendre les conditions d'accès à la justice environnementale. J'ai tendance à penser qu'il y a finalement quasi que ça qui fonctionne à peu près, puisqu'on a en effet évoqué quelques exemples d'affaires qui ont fini devant la justice et qui ont quasiment tout le temps donné raison aux associations qui ont saisi la justice, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, hein, parce que c'est le produit d'une démocratie malade de devoir s'adresser aux juges. Et j'avais une question, moi, finalement, un peu étroite, peut-être pour Sylvain Ernaud, puisque lui-même a dit avoir, en tant que journaliste, des difficultés à accéder à l'information, notamment l'information dans les coderst, l'information dans un certain nombre d'instances qui sont censées être des instances de démocratie et de concertation. Et même là, finalement, il n'y a pas de transparence. Et donc, moi, je voulais savoir, alors c'est quelque chose qu'on connaît à Haute-Rivière de Bretagne, il nous arrive très fréquemment de devoir saisir la commission d'accès aux documents administratifs. Et je voulais savoir comment, quand on est journaliste, quels moyens on a quand on est confronté justement à une incapacité, enfin, à une interdiction d'accéder à une information qui devrait être publique. Nous, on saisit la CADA. Que font les journalistes dans ces situations-là? Bah, on n'a pas plus de droits que vous en la matière ou qu'un citoyen lambda. On saisit effectivement de temps à autre la commission d'accès aux documents administratifs. Et puis l'idée, bah, quand on peut pas passer par la porte, on essaye de passer par la fenêtre. Donc il s'agit ensuite par un réseau de relations, par le biais éventuellement de fonctionnaires de l'administration, d'avoir ces documents, qu'on nous les remette discrètement. Le droit dont on bénéficie en tant que journaliste, en revanche, c'est la protection des sources, qui est aussi un devoir par ailleurs, mais qui est donc protégé par la loi. Alors avec quelques nuances, puisque vous avez vu que ces derniers temps, on a de plus en plus d'attaques contre cette protection des sources en matière de défense nationale, avec des journalistes comme Ariane Lavrieux récemment de Disclose, qui s'est retrouvé convoqué par la DGSI et en même temps perquisitionné dans son domicile. Donc il y a des trous dans la raquette malgré tout, mais on peut assurer et on doit, c'est véritablement un devoir, je vous parlais de la déontologie journalistique tout à l'heure, assurer à nos sources qu'on les protégera. Et, et techniquement, on ne peut pas nous contraindre, nous forcer à les révéler, ce qui nécessite derrière de se protéger malgré tout, notamment des intrusions informatiques et également des intrusions physiques d'ailleurs. Voilà, donc c'est ce que je peux rajouter. Et puis, pour compléter l'intervention de Daniel Châtaignier tout à l'heure, je crois que je ne l'ai pas précisé dans ma présentation de stand, mais effectivement, on est non seulement un média à but non lucratif, mais on est aussi financé par nos lecteurs. C'est-à-dire qu'en termes d'indépendance, effectivement, on refuse les subventions de collectivités locales, on n'a pas de publicité, on n'a pas de grands mécènes, on n'a pas d'actionnaires, évidemment, puisque nous sommes une association. Donc, je pense qu'en termes de confiance aussi avec les sources, c'est vrai que ça peut jouer un rôle important. Merci Merci. beaucoup pour ces Il est, précisions. Il y a une main levée du côté de chez Xavier Poux, il me semble. Oui, oui, merci. et ensuite, Régine. Et ensuite, Régine. Merci. Oui, je pense que ce qui caractérise le débat, c'est vraiment une opposition, en tout cas vue des pouvoirs publics, entre un intérêt général qui semble celui de l'énergie et du changement climatique, et dont on a vu qu'il est sans doute discutable, mais enfin, en tout cas, peu importe, c'est la vision qui est portée. Et toutes les opérations de terrain, c'est vu quand même comme du NIMBY. Daniel a dit que c'était pas, que c'était, mais c'est quand même vu comme ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est je pense qu'il y a toujours une opposition d'un intérêt global. Et Philippe Poitreau l'a dit ce matin. Finalement, il disait oui, finalement, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, et l'omelette de l'énergie, c'est plus important que tout. Je pense que c'est extrêmement important de relier les causes qui sont locales à des grandes causes.
On a parlé ce matin, moi je pense à la biodiversité, c'est-à-dire que l'érosion de la biodiversité, c'est toujours une somme de lutte locale, la qualité des eaux et la santé publique, etc. Donc, je pense que pour vous, c'est des choses qui sont évidentes, mais je pense que c'est extrêmement important qu'au niveau des pouvoirs publics, il y ait des remontées qui institutionnalisent un intérêt général par rapport aux causes locales qui sont portées dans tous les débats autour de la méthanisation. Sinon, l'ADEME et le ministère de l'écologie verra toujours ça comme des empêcheurs de méthaniser en rond au niveau local. L'expression est jolie. Merci beaucoup, Xavier Poux. Régine Ferron a un témoignage, une question aux interlocuteurs de cet après-midi. Alors, il faut... Activer le son. Voilà, c'est bon. On vous entend. C'est bon. Je n'avais pas prévu, mais je vais repartir sur ce que vient de dire Xavier. Là, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est souvent ce qu'on entend. Seulement, on ne peut pas se placer uniquement sur le plan politique global. Il faut aussi revenir au débat technique, parce qu'on nous renvoie quand même des arguments techniques. Et moi, je regrette. Pour le moment, la méthanisation n'a pas fait la preuve de sa capacité à produire de l'énergie en net. Donc, moi, j'ai envie de dire, on casse les œufs, mais il n'y a pas l'omelette au gui. Voilà. Donc, et ça me paraît quand même assez grave. On nous fait croire le contraire, et ça a été le discours de Pointreau tout le temps ce matin. Oui, mais de toute façon, la méthanisation produit de l'énergie, donc vous avez le choix entre le biométhane et le nucléaire. Or, il a reconnu quand même à la fin, vous l'avez bien noté, qu'il faudrait quand même faire des bilans énergétiques, alors qu'avant, il avait dit que tous ces bilans étaient déjà faits depuis longtemps. Et pour revenir sur ce que disait Patrick là, bien sûr que c'est possible. La preuve, moi, je l'ai fait. Et moi, j'ai beaucoup plus peiné à construire mon système qu'à calculer après les émissions de CO2, les consommations, les productions d'énergie. Donc, c'est tout à fait possible. Je pense qu'il y a une volonté politique de ne pas faire ces calculs. Et si on n'a pas eu la base carbone et qu'on n'a même pas de l'ADEME et qu'on n'a même pas eu l'ADEME ce matin, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas voulu chercher sur ces questions-là. Et ça, c'est un vrai problème politique. Il faut qu'on exige aussi d'avoir des outils techniques qui permettent de répondre aux questions techniques. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, si je voulais rebondir sur ce qu'a dit Vincent tout à l'heure, moi je regrette que tous les agriculteurs qui sont en agriculture durable ne fassent pas valoir dans leurs revendications que leur système, parce que comme j'ai dit ce matin, il y a deux façons de faire un bénéfice, soit on augmente les produits, soit on diminue les charges. Et là, avec la méthanisation, on est exclusivement dans la production d'énergie supplémentaire, alors qu'on pourrait aussi consommer beaucoup moins. On parle de la sobriété, mais la sobriété, elle est mise en œuvre depuis très longtemps dans les systèmes en agriculture durable. Et là, je vais revenir sur un point d'actualité, c'est les MAEC qui permettraient effectivement aux agriculteurs de passer dans des systèmes beaucoup plus agroécologiquement soutenables, ne sont pas soutenus par le gouvernement, alors que moi, j'ai fait le calcul en fonction d'éléments que je sortais de Solagro d'il y a 20 ans, et des exploitations qui sont en système herbagé économisent plus d'énergie aujourd'hui que ne produit un méthaniseur moyen, et pour beaucoup, beaucoup moins cher, puisque la méthanisation est subventionnée à beaucoup, beaucoup plus cher que les MAEC, dont certaines ne sont pas du tout financées. Donc, je pense que là, il y a un problème politique qu'il faut aussi dénouer, c'est-à-dire c'est pas soit du nucléaire, soit du fossile ou du renouvelable, c'est vraiment avoir les outils, et je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus. On a besoin d'outils techniques, il faut absolument l'exiger, de l'ADEME, de je ne sais pas qui, de l'INRA, enfin, parce que sinon, on n'aura pas les éléments pour tous les éléments du débat. Voilà. Une dernière réaction Une dernière main levée qui est celle de Jean-Pierre. Et merci de vraiment bien préciser à qui tu as adressé la question pour inviter les intervenants à pouvoir répondre directement. Merci. Oui, écoute, c'est pas vraiment une question, je voudrais faire un pas de côté et ne pas parler technique, ne plus parler technique. Et je vais parler de deux gros mots, mais il y a des intervenants qui vont se sentir concernés. Le premier gros mot, c'est concertation. Franchement, de ce qu'on a entendu, c'est pas que la concertation en Bretagne est malade, elle est mourante. Parce qu'il faut se rappeler que dans les projets de méthanisation, la très, 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 très grosse majorité sont en enregistrement ou en déclaration, et ça passe pratiquement sous les radars des citoyens. Ils n'ont pas leur mot à dire. Bien, c'est tout. Je vais faire court là-dessus. Le deuxième gros mot, c'est désinformation. Ce qui est important
dans ce qu'on entend, que ce que Valérie Masson-Delmotte appelle l'astrosurfing, c'est pas ce qui est dit, c'est ce qui n'est pas dit. Et dans son intervention, si vous la relisez, l'expression qui me frappe, moi, c'est l'expression passer sous silence l'impact sur le climat du CO2 biogénique. C'est pas, on va pas rentrer sur ce débat technique, mais c'est ce qui est passé sous silence qui est grave. Et troisième gros mot, avenir. Ce qui me fait le plus peur, mais vraiment peur, c'est pas tant l'état de la méthanisation actuellement en Bretagne, en France et même en Bretagne. On a demandé un moratoire, mais c'est surtout ce qui est prévu. On en a très peu parlé. Les projets, que ce soit gouvernementaux, que ce soit le SNBC, la programmation pluriannuelle de l'énergie, etc., la multiplication par 5, 10 ou plus de la production d'énergie me fait vraiment peur. Et la dernière chose qui fait peur, dont on a très très peu parlé, c'est au 1er janvier 2024, c'est demain, une obligation de faire le tri à la source des biodéchets, on devrait plutôt dire la collecte à la source d'ailleurs, va faire que vont arriver sur le marché un gisement énorme de produits très méthanogènes et qui devraient plutôt, et on a dit pourquoi, devraient retourner au sol, non pas par la méthanisation, mais par le compostage. Et ça fait très peur. Il y a un métier qui est en train de se développer, c'est trader de déchets. Ces biodéchets dont le jargon maintenant de ceux qui s'en occupent, ils disent biosoupe, soupe de déchets. Ça va beaucoup perturber, ça va booster la filière méthanisation et dans le mauvais sens pour l'environnement et le climat. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Jean-Pierre et Olivier partagent cette inquiétude sur l'avenir. Ce qui m'inquiète sur mon secteur, c'est le futur PCAET de Lamballe, qui pour une production totale de 1770 gigawattheures prévoit 1100 gigawattheures produits par du biogaz. Et voilà, l'avenir qui s'attend à nous. Merci pour ces réactions.